Aujourd'hui, Dominique Louis et Jean-Louis Ricot vont nous parler de leur livre « Énergie nucléaire, le vrai risque ». Merci, messieurs, d'être avec nous. Vous commencez votre livre par un constat de la hausse de la population d'ici 2050. Quel impact cela va avoir sur la demande énergétique ? La population mondiale, tous les experts le disent, va atteindre 9 à 10 milliards d'habitants d'ici 2050, c'est-à-dire 3 milliards de plus qu'aujourd'hui. Non pas en Europe, non pas aux États-Unis, mais en Afrique, en Asie, en Chine, en Inde. Et cette population a une envie absolue de vivre comme nous, et donc de consommer beaucoup plus d'énergie que celle qu'elle consomme aujourd'hui. D'où le fait que cette croissance de la population mondiale va s'accompagner d'une croissance des besoins en énergie. L'accroissement de la population implique l'amélioration du niveau de vie et donc effectivement plus d'énergie, puisqu'il y a une corrélation évidente entre le niveau de vie d'un être humain sur la planète et sa consommation d'énergie. Face à cette augmentation de la demande d'énergie, quelle doit être la place de l'électricité et comment électrifier les usages ? C'est assez simple à illustrer. Si je remplace ma voiture à essence par une voiture électrique et que l'électricité est produite par du nucléaire, par exemple, en roulant, je ne mets plus du tout de gaz carbonique. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce que je viens d'évoquer, une voiture électrique, ça coûte plus cher qu'une voiture à essence. Donc ces solutions sont économiquement accessibles aux populations des pays riches. Elles restent très coûteuses pour l'essentiel de la population de la planète. L'électricité, on vit avec, mais c'est quelque chose de révolutionnaire. C'est la distribution de l'énergie accessible à n'importe quel être humain sur la planète dès lors qu'il y a une ligne, qu'il y a une production. Donc c'est un progrès irréversible. L'évolution du monde avec le digital aujourd'hui incite à l'électricité. Tout ce qu'on raconte sur la robotisation des processus industriels, c'est par l'électricité. Encore faut-il qu'on ait une solution pour produire cette électricité sans rejeter de CO2, et ces solutions existent, sont effectivement des sources d'énergie pour produire l'électricité qui sont totalement décarbonées. Et c'est vraiment l'enjeu de la transition énergétique. Le nucléaire est la seule solution, selon vous, pour décarboner l'électricité ? Alors, le nucléaire n'est pas la seule manière, j'allais dire. Il y en a une qui est déjà assez ancienne, c'est l'hydraulique. Simplement, si on regarde par exemple la France, même l'Europe, la capacité à développer de nouveaux barrages est extrêmement limitée. Et il y a depuis une décennie, peut-être deux, cette idée des énergies renouvelables intermittentes que sont le solaire avec la technologie des panneaux solaires et puis l'éolien. Mais lorsqu'on regarde la problématique de la quantité, de la densité d'énergie, on voit bien que le nucléaire a un avantage incomparable, c'est que dans 1 gramme d'uranium, vous avez une quantité d'énergie qui, si on vous donne un ordre de grandeur, est probablement la quantité d'énergie que vous avez dans une tonne de charbon. L'éolien, comme le solaire, est intermittent. Et donc, la très grande différence, au-delà de des problèmes capacitaires, c'est le fait qu'avec le nucléaire, vous avez du courant tout le temps. Pour faire face à l'intermittence des énergies éoliennes et solaires, peut-on envisager des solutions de stockage ? Le solaire, les batteries peuvent répondre à la demande, sauf qu'on voit bien avec les voitures électriques aujourd'hui que les batteries, ça coûte très cher, c'est très lourd, et ça doit se remplacer très souvent. Quant à l'éolien, là, la seule solution techniquement possible, c'est l'hydrogène, mais il faut savoir qu'avec l'hydrogène, il faut rentrer 4 kWh dans le système pour simplement, en déstockant, n'en récupérer qu'1 kWh. Finalement, quels sont les avantages de l'énergie nucléaire dans ce contexte ? C'est sa densité énergétique, c'est-à-dire le fait que dans effectivement 1 gramme d'uranium, on a autant d'énergie que dans une tonne de charbon, et qu'une tonne de charbon va libérer à peu près 2 tonnes de CO2, et que ce gramme d'uranium, en sens inverse, va générer de l'ordre de quelques centièmes de grammes de déchets ultimes. Donc on voit bien que par rapport à la nuisance, le nucléaire a cet avantage-là. Pour avoir des puissances, des quantités d'électricité produites équivalentes à des centrales nucléaires, on devrait couvrir le pays ou des régions entières d'éoliennes.
l'électricité, elle est consubstantielle de la vie moderne. Et donc le consommateur, l'utilisateur, doit pouvoir faire appel à la puissance électrique dont il a besoin, comme il l'entend. Pour les mêmes kilowattheures produits, le nucléaire est beaucoup moins cher que le solaire ou que l'éolien. En plus, on oublie de dire qu'il y a une autre ressource très rare, c'est le mètre carré de terrain. Et les solutions ou solaires, ou éoliens, ou hydrauliques, pour une production limitée, consomment une surface de terrain absolument considérable. La COP21 donne pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'accord signé permet-il d'avancer dans ce sens selon vous? Il y a un concept essentiel qui est l'empreinte carbone. Il y a ce qu'on produit localement et il y a tout le carbone qui a été émis par ce qu'on consomme, qui est fabriqué à l'étranger. Et c'est ce concept d'empreinte carbone qui aurait dû être pris en compte, mais malheureusement, on peut penser que les pays ne se sont pas mis d'accord. On sait très bien que la Chine, en particulier, au niveau de la COP21, n'était pas prête à accepter ça. Mais le vrai concept, c'est pas le concept de la COP21, c'est le concept de l'empreinte carbone. Et c'est pas un hasard si depuis la COP21, depuis 2015, on ne peut pas dire qu'on ait beaucoup progressé dans la maîtrise du réchauffement de la planète. On est encore dans des réflexes qui sont nationaux ou par grandes plaques géographiques, alors qu'en fait, on est tous dans le même bateau. Le réchauffement climatique que la France subira est lié aux émissions de gaz carbonique dans le monde entier. Et quels que soient les efforts, et il est indéniable qu'il faut en faire, que nous ferons en France, malheureusement, ça ne changera absolument, strictement rien au réchauffement climatique que subira la France dans les dizaines d'années à venir. Face à ce constat, la décroissance à l'échelle de la planète est-elle une solution pour réduire nos émissions? Qu'on le veuille ou non, nous avons donné envie à 6 milliards d'hommes de vivre comme nous. Notre style de vie, le style de vie que nous nous sommes construits, fait envie. Et c'est un style de vie qui ne peut se financer, qui ne peut se construire qu'avec de la croissance économique. Les 80% de la planète ont besoin de croissance pour améliorer leur niveau de vie. Et nous, effectivement, il faut qu'on apprenne, sans doute, à vivre comme nous vivons aujourd'hui, mais en étant un peu plus respectueux du gâchis d'un certain nombre de choses, que ce soit de nourriture, que ce soit d'équipements que nous ne recyclons pas, que ce soit de chauffage, sans isoler nos bâtiments. Une taxe carbone imposée aux frontières européennes est-elle une solution? C'est indispensable si on croit au discours de la relocalisation. Il pourrait y avoir une logique de relocalisation, mais à condition qu'effectivement, on se dote d'une électricité abondante et bon marché. Mais imaginons qu'on mette en place une taxe carbone. Le sujet suivant, c'est de dire qu'est-ce que je vais faire de l'argent que je collecte. Cet argent, il doit être intégralement réutilisé pour financer les investissements ici, économes en émissions de CO2. À l'échelle nationale, les propositions prévues dans la stratégie nationale bas carbone de la France vous semblent-elles suffisamment efficaces et crédibles pour atteindre l'objectif de la neutralité carbone en 2050? Le document Stratégie nationale bas carbone repose finalement sur deux objectifs essentiels, qui est de dire on atteint la neutralité carbone en 2050 et on réduit notre consommation d'énergie par habitant de l'ordre de 45%. Le pari le plus osé, c'est celui de dire on est capable de réduire de 40% notre consommation énergétique dans les 30 ans qui viennent. Dans 30 ans, tous les réacteurs actuels auront plus de 60 ans et donc seront ou arrêtés ou très proches de leur arrêt. Toutes les éoliennes actuelles auront plus de 30 ans et seront elles aussi hors d'usage. Et donc il faut en France, aujourd'hui, reconstruire tout le système électrique pour 2050. Rien n'existe. On sent une forme de consensus autour de 50% de renouvelables, 50% de nucléaire. Parce qu'aujourd'hui, dire que 50% de l'électricité sera produite par du renouvelable, essentiellement de l'éolien, c'est quand même un vaste pari. On voit que c'est un pari technologique, mais c'est aussi un pari en termes de société. En tout cas, il y a une urgence pour nous de ne pas lâcher la proie pour l'ombre et surtout de ne pas lâcher le nucléaire.